Voilà, on me fait signe que c'est bon. Donc, on va pouvoir démarrer cette soirée. Donc, bonjour à tous. Je me présente, donc Élodie Aicher. Je suis chargée de projet en promotion de la santé à la Mutualité sociale agricole d'Alsace. Donc, la MSA, qui est un organisme de protection sociale et qui propose régulièrement des actions en prévention santé pour l'ensemble de la population. Effectivement, pour continuer à garder le lien dans cette situation sanitaire un petit peu particulière, on vous propose cette conférence en vidéoconférence à distance. Et voilà, le format numérique, ça nous permet quand même de vous apporter ces informations. Donc, concernant les aspects pratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nous poser vos questions au fil de l'intervention via le petit onglet questions-réponses. C'est une petite bulle avec un point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous vous répondrons à la fin de la présentation. Alors, encore aspect pratique, je vous précise que l'intervenant et moi-même, nous avons effectué un test Covid spécialement pour cette soirée et ça nous permet justement d'avoir enlevé nos masques pour pouvoir vous parler confortablement. Voilà, donc on va démarrer et nous intéresser à l'équilibre alimentaire et aux aliments qui renforcent nos défenses immunitaires. C'est vrai que dans cette situation compliquée, c'est important de prendre soin de sa santé. Et apparemment, il paraît que l'alimentation peut jouer un rôle important. Donc, pour comprendre tout cela, nous accueillons aujourd'hui Madame Audrey Colbert. Bonjour. Bonjour. Donc, Madame Colbert, vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous intervenez en éducation et en promotion de la santé et vous avez une spécialisation en nutrition du sport. Vous êtes également formée en micronutrition et vous êtes déléguée régionale bénévole de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Vous exercez en cabinet privé à Saint-Louis et à Hagenthal-le-Bas depuis 2013. Voilà. Donc, pouvez-vous peut-être nous en dire un petit peu plus et nous présenter le thème que vous allez nous présenter ce soir? Tout à fait. Merci d'abord à vous, Élodie, et MSA pour votre accueil. Alors effectivement, merci pour cette présentation. Ce que je voulais peut-être préciser, c'est pourquoi, enfin un petit peu mon passé, c'est-à-dire que j'ai été longtemps salariée avant finalement de me diriger vers ce métier que j'ai étudié principalement parce que à l'époque, c'est vrai que c'était un peu égoïste quand on regarde à la base, c'est parce qu'à l'époque j'ai eu moi-même des soucis de santé et donc j'ai eu envie de comprendre mieux le fonctionnement du corps humain pour pouvoir me soigner, notamment via les aliments. Voilà, donc j'ai vraiment voulu mettre les aliments à contribution de ma santé à ce moment-là. Égoïste, mais aujourd'hui, finalement, vous nous faites partager tout ce savoir. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est mon plus grand plaisir de pouvoir justement retransmettre ces connaissances voilà, aux patients et aux personnes qui le souhaitent, qui sont intéressées par cela. Et justement, de quoi vous allez nous parler concrètement ce soir? Alors ce soir, on va parler surtout de pour quelles raisons faut-il bien manger, bien s'alimenter. Donc pour plusieurs raisons en fait, c'est notamment pour favoriser une santé optimale, c'est également pour diminuer le risque de contracter certaines pathologies. Donc on sait aujourd'hui que l'alimentation est un facteur protecteur contre certaines maladies cardiovasculaires, certains cancers également, certains pour les problèmes de cholestérol, de glycémie trop élevée, donc de diabète. L'alimentation a un vrai rôle à jouer. D'accord, donc le programme de ce soir, c'est l'équilibre alimentaire avec tous nos besoins nutritionnels. On va parler des groupes d'aliments et surtout, quels sont les aliments à privilégier pour renforcer nos défenses immunitaires. C'est un beau programme qu'on va partager ensemble. Et pour commencer, il faut bien un début. Pouvez-vous nous expliquer
concrètement ce qu'est l'équilibre alimentaire. Oui, donc l'équilibre alimentaire, en fait, c'est simplement déjà une histoire d'équilibre. Si vous imaginez cette balance mécanique du coup hein, qu'on avait à l'époque, aujourd'hui on a plutôt des balances digitales dans nos cuisines, hein, mais auparavant on pouvait s'imaginer ça plus facilement. Donc finalement, l'équilibre alimentaire, c'est quoi? C'est un équilibre entre les entrées énergétiques et les sorties d'énergie, donc les dépenses énergétiques. Et on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'alimentation équilibrée, elle est forcément associée à l'activité physique. Hein. Donc si on ne se dépense pas assez, par exemple, on va se retrouver à un moment donné, et si on consomme une alimentation de nos jours qui parfois est un petit peu excédentaire, oui, voilà, riche, merci, on va se retrouver avec trop de calories par rapport aux dépenses énergétiques. Mais on ne peut pas non plus limiter ça à uniquement une histoire de calories. En fait, c'est aussi, ça c'était à l'époque, hein, aujourd'hui on va aussi privilégier vraiment la qualité des aliments, c'est manger de tout et à horaires également plus ou moins réguliers. Donc manger de tout, je pense que le tout, voilà, ça doit peut-être être classé aussi avec une certaine famille d'aliments. Oui, tout à fait. Donc justement, pour cela, on va parler un petit peu des différents groupes d'aliments. C'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre un petit peu tout ce dont notre corps a besoin. Hein, il y a 7 groupes d'aliments en fait au total, donc, dont un seul n'est pas indispensable pour l'organisme. D'accord, donc dans les 7 groupes d'aliments que vous allez nous présenter, voilà, il faut en consommer un petit peu de chacun pour avoir un bon équilibre alimentaire. Voilà, tout à fait. Alors, on va commencer par un premier groupe, le groupe des viandes, poissons et œufs. Que nous apportent ces aliments? Alors, ce groupe-là hein, va nous apporter des protéines. Ce sont des protéines ici pour les viandes, poissons et les œufs, protéines dites animales. Qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà, les protéines constituent nos muscles et nous apportent également du fer hein, pour assurer le transport de l'oxygène, donc très très important hein, dans l'organisme. Après, c'est vrai que là, on parle des protéines animales, mais il ne faut pas oublier, et aujourd'hui, on a tendance à consommer un petit peu trop de viande parfois, donc il ne faut pas oublier quand même les protéines végétales qui apportent également des protéines. Donc, par exemple, les céréales, les légumineuses, etc. Donc, ça fait aussi partie, donc il n'y a juste pas tous les acides aminés essentiels dedans, mais c'est un groupe, enfin, cela fournit également des protéines. Et donc, les protéines sont impliquées dans l'immunité également, hein, dans le système immunitaire. Donc, c'est important de manger de la viande pour nos défenses immunitaires. Oui, tout à fait. Enfin, viande, poisson, œufs. Voilà. Et est-ce qu'il faut en manger tous les jours, tout le temps, à chaque repas? Alors non, on n'est pas. Alors, c'est pas. Les recommandations, c'est 1 à 2 fois par jour, effectivement. Mais on peut pas tout à fait se permettre de faire une journée sans protéines animales, hein, en partant sur des protéines justement végétales, légumineuses et céréales. Hein. Même si elles ne contiennent parfois pas tous les acides aminés essentiels, le corps va quand même réussir à puiser dans l'un et dans l'autre, hein, puisque ce que les céréales n'ont pas, les légumes secs ont, et inversement, en acides aminés essentiels. D'accord. Donc, le premier groupe d'aliments, hein, qui est donc viande, poisson et œufs, donc à consommer pour un apport en protéines suffisant et à consommer quand même 1 à 2 fois par jour. Oui, voilà, tout à fait. Maintenant, si on en a consommé à midi, on n'est pas obligé d'en reprendre le soir. Hein. Le soir, ça peut être sans protéines, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais ça, on le verra plus tard. Après, il est également important de favoriser un peu plus les viandes blanches, hein, poulet, dinde, plutôt que les viandes rouges qui, on le sait, consommées en excès, ne sont pas très favorables à la santé. Et puis les œufs également qui sont intéressants. Mais donc les protéines, donc
c'est le premier groupe, les premiers nutriments importants dans cet équilibre alimentaire. Donc, pour continuer, qu'est-ce que nous apporte la famille des fameux fruits et légumes? Alors, les fruits et légumes sont également très, très importants, hein. Ils vont nous apporter plein de micronutriments, de vitamines, d'oligo-éléments et de fibres alimentaires végétales, ces fameuses fibres qui vont nous permettre de lutter contre la constipation, d'avoir un bon transit, hein. Donc, c'est très, très important. Ça va également permettre de réguler la glycémie, hein, parce qu'on sait que sans légumes, sans fibres, on ne va pas avoir forcément une bonne glycémie, on va avoir tendance à faire des pics de sucre. Ça aussi, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais ils sont essentiels. Essentiels, donc on a tous entendu qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc si ce soir je mange un bol de soupe composé de 9 légumes, est-ce que du coup j'ai consommé mes 5 fruits et légumes, enfin mes 5 légumes et même 9 légumes? Alors non, justement, et c'est là que effectivement, c'est bien tenté, mais c'est vrai que c'est un peu toujours ce flou et il est encore présent, hein, autour de ces 5 fruits et légumes par jour. Donc là, on parle bien de 5 portions, hein, pas voilà, un bol voilà, qui contient 9 légumes, ça ne va pas. C'est vraiment 5 portions. Donc, par exemple, ça peut être un fruit, une portion de fruits ou deux, et 3 portions de légumes. Et quand vous parlez de portions, je vous vois à chaque fois faire ce geste-là. Est-ce qu'on peut se dire qu'une portion représente un petit peu cette poignée? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on va dire, on part souvent sur quand même 200 grammes de légumes, ou pour le fruit, on part sur une portion de 150 grammes à peu près, hein. Donc, ce sera une pomme, une banane, ou alors un petit bol de fraises, un petit bol de cerises. Voilà, tout à fait, sachant qu'après, certains fruits sont plus concentrés, plus riches en glucides que d'autres. Donc, par exemple, les cerises sont très, très sucrées. Donc là, on va quand même les compter un petit peu plus que les fraises, où là, on peut se permettre de consommer toute une barquette de 250 grammes, ce qui nous fait un équivalent pomme à peu près, quoi, hein. D'accord, donc ce sera une soupe plus un fruit pour avoir au moins deux portions. Voilà, là, pas 2 portions, il en faudra encore 3. 3 autres dans la journée. Tout à fait. Concernant les céréales et les féculents, pouvez-vous nous dire ce qu'ils apportent à notre organisme et comment on doit les consommer? Oui. Alors, juste pour en revenir aux légumes, je ne sais plus si j'ai dit qu'ils apportaient la satiété également, très importante. Pardon pour cet oubli. C'est vrai que la satiété, c'est hyper important aujourd'hui, surtout avec ces nutriments hyper énergétiques, hein. Donc là, on compte vraiment également sur les fruits et légumes pour cette satiété-là. Voilà, petit retour en arrière. Voilà. Et pour en revenir aux féculents, les féculents apportent de l'énergie surtout, hein, de l'énergie et des sucres lents qui sont utilisables tout au long de la journée. Donc là, il faut favoriser les féculents à un index glycémique relativement bas. Et on reparlera certainement des index glycémiques plus tard. Après, je peux déjà l'expliquer éventuellement si vous voulez. Oui, parce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire, oui? Oui, hein, donc en fait, l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang plus ou moins rapidement. Donc plus c'est rapide, plus l'index glycémique est élevé. Donc on va essayer de favoriser des aliments à index glycémique bas ou relativement bas. Par exemple, des pâtes blanches, des pâtes raffinées vont faire monter la glycémie beaucoup plus vite que des pâtes complètes. Les pâtes complètes, là, on sait que voilà, elles font moins monter le taux de sucre dans le sang. Du coup, elles vont moins favoriser le stockage. D'accord, oui, elles vont donner de l'énergie aussi peut-être plus longtemps sur le plus long terme. Voilà, exactement. Hein, plutôt que de faire monter la glycémie très vite et puis du coup après faire une petite hypoglycémie qui n'est pas très favorable à la santé et qui va favoriser l'inflammation, alors que des céréales complètes vont permettre de limiter l'inflammation. Et est-ce que tous ces céréales, ces féculents, il faut en consommer également à chaque repas?
Alors, on peut, effectivement, avant les recommandations, c'était vraiment ça, hein, d'en avoir à chaque repas. Encore aujourd'hui, on peut, en quantité quand même contrôlée, hein, on peut en donner à chaque repas, puisqu'elles vont fournir de l'énergie, elles vont permettre de bien tenir au cours de la journée. Maintenant, les nouvelles recommandations demandent à ce qu'on dise qu'il faudrait en consommer au moins une fois par jour. Mais après, c'est tout à fait intéressant d'en avoir un petit peu au petit déjeuner, à midi et au dîner. D'accord. On parle souvent aussi de poids. On a souvent peur de prendre des féculents le soir, que ça va nous faire prendre plus de poids. Non, pas du tout. Pas du tout, hein, c'est important d'en avoir effectivement le soir, s'il y a bien un moment, bon après, au petit déjeuner, ça a aussi son importance, on le verra, mais le soir, effectivement, c'est important d'en donner, mais en quantité, encore une fois, contrôlée quand même. Hein. Oui, on est toujours dans cet équilibre alimentaire de tout, mais dans des quantités adaptées et appropriées pour respecter cette balance. Voilà, tout à fait. Puis le soir, ça va aussi permettre, apporter un féculent le soir, ça va permettre aussi de bien dormir, d'avoir un bon sommeil de qualité. D'accord. Un autre groupe d'aliments, ce sont les produits laitiers. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, les produits laitiers, en fait, apportent du calcium à l'organisme et ce calcium, finalement, constitue les os. Donc, c'est vrai que les produits laitiers, on avait tendance parfois à en consommer peut-être un petit peu trop. Là, les recommandations ont été revues un petit peu à la baisse, c'est-à-dire que là, on conseille en moyenne 2 produits laitiers par jour. Donc ça peut être deux portions. Encore une fois, ça peut être par exemple un yaourt nature et une portion de 30 grammes de fromage. D'accord. Et si on n'aime pas les laitages Effectivement, certaines personnes soit n'aiment pas, soit présentent aujourd'hui de plus en plus, on trouve ça, une intolérance aux produits laitiers ou alors voire même des allergies. Il y a de plus en plus d'allergies aux protéines de lait. Comment faire pour avoir quand même notre quantité de calcium Tout à fait. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter, on en trouve dans d'autres aliments, on en trouve également dans les eaux. Certaines eaux, type Épar, Vittel, Contrex, sont assez riches en calcium, mais on en trouve également dans plein d'aliments. On en trouve dans les légumes, dans les fruits, alors en quantité moindre que dans les produits laitiers, où là, c'est vraiment très concentré. Mais voilà, on en trouve également dans les amandes, 250, pas loin de 250 mg pour 100 grammes. Alors, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas consommer 100 grammes d'amandes, ça va faire trop en énergie, mais en tout cas, ça contribue à fournir cet apport-là en calcium. D'accord, oui, et c'est très important pour la constitution de nos os. Concernant le petit groupe des matières grasses ajoutées, est-ce qu'il faut consommer des matières grasses? Est-ce que c'est mauvais pour notre santé? Est-ce qu'il faut les éviter à tout prix? Alors non, il ne faut vraiment pas les éviter, au contraire, c'est très très important pour la santé, ça rentre dans l'immunité. Après, c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu les sélectionner, mais les matières grasses, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à les diaboliser. Alors que quand elles sont bien sélectionnées, il n'y a aucun souci. Il faut quand même savoir que les matières grasses rentrent dans la composition de toutes nos membranes cellulaires de notre corps. Donc, on a besoin d'avoir des membranes cellulaires relativement souples et on n'a pas besoin d'avoir il faut éviter qu'elles soient trop rigides. Et pour éviter après des soucis, athérosclérose ou que les vaisseaux sanguins se bouchent petit à petit. Donc là, et ça, on peut jouer en sélectionnant simplement les matières grasses. Mais par contre, il ne faut pas les enlever parce que sinon, on se prive d'une certaine immunité également dont on va bénéficier grâce à ces matières grasses. C'est un petit peu comme l'huile qu'on met dans le moteur d'une voiture. Voilà. C'est ce qui fait que tout fonctionne bien dans notre corps. Oui, on peut un petit peu comparer ça. D'accord, au moteur d'une voiture. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il y a des bonnes graisses? Est-ce qu'il y en a quand même certaines qui sont meilleures que d'autres à privilégier? Oui, effectivement. Alors après, on distingue 3 types de graisses. On a les acides gras saturés, donc ceux-là sont un peu moins intéressants, quand même essentiels, parce qu'on en a vraiment besoin.
Par contre, on va vraiment contrôler la quantité. Donc, par exemple, on va en trouver des graisses saturées, voilà, dans les charcuteries, dans le beurre, dans ce type d'aliments, les viandes, etc. Avec modération, du coup. Donc, avec modération, tout à fait. Au risque, sinon, en excès, on pourrait boucher les vaisseaux, quoi. Après, on a les acides gras monoinsaturés. Donc ça, ce sont les graisses que l'on trouve par exemple dans l'huile d'olive ou dans l'avocat. Donc ce sont des oméga 9. Parfois, vous trouvez cette appellation-là également. Et donc, c'est très intéressant, riche en polyphénol pour l'huile d'olive par exemple. Et pareil, on en a quand même besoin de pas mal dans l'organisme. Et on a également les acides gras polyinsaturés. Donc là, on parle des oméga 3 et oméga 6, ces fameux oméga 3, oméga 6 dont vous avez peut-être entendu parler. Oui, tout à fait. Donc les graisses, oui, les matières grasses sont importantes également dans cet équilibre. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Tout est important, mais ce sont les quantités et peut-être la qualité, le choix des aliments qui est important. Tout à fait. Et il nous reste effectivement encore d'autres groupes. Le prochain concerne les boissons. Alors, j'imagine qu'on parle de l'eau. Oui, alors en général, il y a surtout l'eau qui est indispensable à l'organisme, hein, mais après, on peut parler également des autres boissons. Il n'y a pas d'interdit dans l'équilibre alimentaire de toute façon. Mais c'est vrai qu'une seule boisson est indispensable, c'est l'eau. Et qui nous apporte, enfin voilà, toute cette hydratation que notre corps a besoin. Effectivement, on est quand même composé à plus de 70% d'eau. On a besoin, notre corps a vraiment besoin d'une bonne hydratation pour bien fonctionner. Donc, c'est un groupe. Et effectivement, quand on parle de l'eau, j'imagine qu'il n'y a pas que l'eau, voilà, l'eau dans une bouteille ou au robinet. Si on consomme des tisanes, des thés, du café, est-ce qu'on a un apport hydrique quand même oui, intéressant? Tout à fait. On peut compter le thé, on peut compter la tisane. Justement, ça c'est très intéressant. On va en reparler aussi tout à l'heure. Après le café, bon, le café on le compte un peu moins. Il a plutôt un peu tendance à déshydrater. Enfin, même si c'est pas interdit, mais on va pas le compter dans l'apport hydrique. Les potages, effectivement, sont intéressants. Mais c'est vrai que l'apport total en eau, la moitié de notre apport hydrique est apporté par les aliments, puisque les aliments également contiennent naturellement de l'eau, hein, surtout les fruits et légumes, par exemple. Au niveau quantité, on entend souvent qu'il faut boire 1 litre et demi par jour d'eau. Oui, alors 1,5 litre, c'est quand même une bonne moyenne, hein. Comme dit, une partie est fournie par l'eau des aliments. Donc, une personne qui va avoir une alimentation riche en fruits et légumes aura peut-être un besoin moins important en eau qu'une personne qui n'en consomme pas. Mais on peut souvent partir sur quand même une moyenne de 1,5 litre. Hein, tout dépend également, je pense, de l'activité physique et des températures extérieures. Exactement, tout à fait. Puisqu'en été, on va beaucoup plus transpirer, il va falloir augmenter l'apport hydrique absolument. Et quand vous pratiquez une activité physique, c'est pareil. Vous transpirez plus et il faut compenser ces pertes tout de suite après, voire pendant l'activité. Donc, on a déjà parlé de ces groupes d'aliments. On va vous projeter la pyramide alimentaire que certains ont peut-être déjà vue sous d'autres formes. Voilà, mais c'est celle qui récapitule un petit peu ces 7 groupes d'aliments qui nous apportent tous des nutriments, on l'a vu, essentiels à notre santé, au bon fonctionnement et qui participent à notre équilibre alimentaire. Et si vous avez bien suivi, on n'a parlé que de 6 groupes. Il y en a 7 dans la pyramide et on vous a dit tout à l'heure effectivement qu'il y en avait 7. Quel est ce 7e? Eh bien, le 7e, ce sont les produits sucrés. Donc, c'est le seul groupe qui n'est pas indispensable finalement à l'organisme. On pourrait tout à fait s'en passer.
Simplement, c'est vrai que bon, c'est rentré un peu dans la culture, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent, finalement, le sucre et les produits sucrés. Donc là, les recommandations, c'est de limiter la consommation pour limiter justement l'inflammation, sans l'interdire, sans le bannir bien sûr, mais si vous n'en avez pas spécialement le besoin ou l'envie, vous pouvez tout à fait vous en passer et jouir d'une bonne santé, voire meilleure santé encore, quoi. Donc les sucres, ça intervient uniquement dans le plaisir plutôt que dans ses besoins nutritionnels. Tout à fait, effectivement. En tout cas, là, on parle bien des sucres rapides, effectivement. Les sucreries, la confiture. Voilà, tout à fait. Les bonbons, les choses comme ça, c'est un peu loin, c'est pas très intéressant. Le corps n'en a pas besoin. Non, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il apporte, ce groupe-là apporte quand même quelque chose d'important, je dirais, c'est le plaisir, quoi. Hein, et le plaisir de manger doit vraiment rester et être très important. Hein. On ne peut pas parler aussi d'équilibre alimentaire sans parler du plaisir de manger. Hein. Le fait aussi de se retrouver à table, de partager un bon repas, un repas coloré, etc. C'est important. Et de finir avec un petit bout de chocolat. Par exemple. Mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure du chocolat. Voilà, donc on a donc vu les 7 groupes d'aliments qui participent à cet équilibre alimentaire et à notre bonne santé. On va encore voir un petit peu comment les répartir. Hein. Donc, on a bien compris que pour bien manger, pour respecter cet équilibre alimentaire, il faut manger de tout en quantité adaptée. Il faut manger 3, 5 fois par jour, tout le temps. Il faut sauter le repas du soir qui n'est pas très bon. Alors, non, surtout pas. Surtout pas de repas. Mais effectivement, on conseille en général 3 à 4 repas par jour. Donc, 3, c'est le petit déjeuner. D'avoir un bon petit déjeuner, c'est très important. Le déjeuner, le dîner. Et à cela, on peut ajouter éventuellement la collation. Et au niveau de la répartition, un bon petit déjeuner quand même conséquent va représenter à peu près 25% de l'apport énergétique total. À midi, on peut partir sur à peu près 35 voire 40%. Tout dépend aussi du fait, enfin, s'il y a une collation à 16 h ou pas, enfin, dans l'après-midi. Là, ça va dépendre de l'appétit et de la faim, de la possibilité aussi d'en prendre une ou pas. Et on peut partir sur 10%, 5 à 10% pour la collation. Puis un dîner peut-être un tout petit peu plus léger qu'à midi, donc dans les 30%, mais qui est quand même encore bien conséquent. Est-ce que ça ne va pas nous empêcher de dormir? Alors, pas si on... Alors, il faut qu'il reste léger, mais sans être... il ne faut pas qu'il soit trop conséquent ni trop léger, en fait. Il faut trouver un juste milieu. Trouver cet équilibre, justement. Encore une fois, oui, c'est une question un petit peu d'équilibre. D'équilibre, oui, important donc de bien manger quand même le soir, oui, pour bien dormir, notamment pour ne pas avoir ces fringales la nuit qui nous réveillent. Oui, tout à fait, hein. Exactement. On va voir là dans l'image suivante justement une proposition de composition d'un repas. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait des fruits et légumes, effectivement, ce serait bien qu'ils remplissent au moins la moitié de l'assiette. Oui, c'est ça. Après, au niveau de la répartition, c'est ce qu'on peut voir. Hein. Une belle partie, la plus grosse partie pourrait être composée quand même de légumes. On pourrait ajouter un fruit à côté de ça, bien sûr. Mais si on se concentre encore sur l'assiette, il faudrait idéalement consacrer un quart pour la protéine à midi et ou le soir. Hein. Si vous en avez eu à midi, ce n'est pas forcément la peine d'en apporter le soir pour la protéine animale. Et encore un quart pour le féculent, donc céréales plutôt complètes, légumineuses, voilà, pommes de terre, un peu moins souvent. Hein, l'index glycémique de la pomme de terre a tendance à être assez élevé. Voilà. Et donc, à côté de ça, éventuellement un fruit, éventuellement un produit laitier. Voilà. Donc, on a vu un petit peu
en plus des groupes d'aliments, comment les répartir à la fois au cours d'un repas, mais à la fois également sur l'ensemble de la journée, comment répartir tous ces groupes d'aliments, tous ces nutriments pour bien équilibrer notre alimentation. On a bien vu aussi que chaque groupe a ses propres bienfaits pour être en bonne santé. Mais nous allons à présent nous intéresser plus particulièrement à certains aliments qui peuvent renforcer nos défenses immunitaires. Quels sont ces aliments? Voilà, j'ai pas envie de tomber malade l'hiver, voilà, pour éviter d'attraper des rhumes, tout ça. Alors j'imagine que les fruits et légumes sont en première position. Tout à fait. Alors, on va en parler justement, mais on va surtout parler des vitamines et donc des vitamines qu'on trouve dans tous les aliments, pas uniquement dans les fruits et légumes, mais les fruits et légumes en contiennent énormément. Et on va parler également des substances phytochimiques que là, on trouve vraiment dans le monde végétal, en fait, dans les légumes, justement, et les fruits, qui vont être ces substances qui vont être protectrices contre certaines maladies, pathologies, et qui vont en tout cas contribuer à ça. D'accord, donc on consomme les fruits et légumes pour avoir des vitamines qui, elles, nous permettent permettent à notre système immunitaire d'être renforcé ou pas? D'être renforcé, voilà, tout à fait, en apportant justement les bonnes vitamines et ces substances qui, certaines, ont de vraies propriétés, certaines, on les appelle des composés presque anti-cancer, puisqu'ils ont un vrai rôle dans la prévention de cancers, de certains cancers. Après, certaines molécules concernent uniquement certains cancers. Et alors, c'est toujours les pathologies, c'est toujours multifactoriel. Ça, on ne peut pas dire qu'une personne qui arrête de fumer, voilà, n'aura jamais. C'est très il y a une part héréditaire également. Voilà, il y a une part héréditaire, il y a une part environnementale, il y a le stress, il y a la toxicité, les polluants, etc. Il y a vraiment plein de facteurs. Donc, on ne pourra jamais dire, voilà, même une personne qui s'alimente super bien, voilà, on ne peut pas dire. Mais par contre, grâce à l'alimentation, on peut quand même favoriser la bonne santé. Donc, ça peut être limiter le risque également. Tout à fait. De contracter certaines pathologies, vraiment. Et donc certains aliments plus protecteurs, lesquels pouvez-vous nous présenter ce soir? Donc par exemple, donc là, si on fait un petit focus sur les aliments, on va parler par exemple du poisson et des fruits de mer, qui sont très très importants. Pourquoi? Parce que le poisson va par exemple apporter déjà de la protéine, donc ça on a vu que la protéine est directement impliquée dans le système immunitaire, mais également différents composés et oligo-éléments. Par exemple, on a le poisson et les fruits de mer contiennent en général pas mal de sélénium, mais aussi de l'iode et aussi du zinc. Alors le zinc, par exemple, est très très important dans l'immunité. On en a beaucoup entendu parler, surtout là récemment avec ce contexte-là. Et c'est vrai que la population peut avoir tendance à manquer de zinc. Si on manque de zinc, c'est dommage, puisque, comme dit, pour stimuler l'immunité, on en a besoin. La femme enceinte en a besoin également pour le développement fœtal. C'est très très important dans le goût, dans l'odorat. Et là aussi, on parlait beaucoup du goût et de l'odorat ces derniers mois. Donc le zinc est vraiment important. Il lutte contre les inflammations également. Donc, si on est en carence en zinc, on peut avoir des soucis d'immunité. Un poisson en particulier? Alors pour le zinc, c'est vrai que là, c'est surtout l'huître. L'huître vraiment est bourrée de zinc. Après, par contre, tous les poissons. On n'aime pas trop les huîtres? Oui, c'est vrai que je comprends. On n'est pas une région, effectivement, tout à fait, avec beaucoup de poissons et de fruits de mer.
Oui, après, il faut quand même essayer peut-être d'en consommer. C'est vrai qu'en Alsace, hein, ce n'est pas une région à poissons. Maintenant, on a quand même cette chance d'avoir accès aux poissonniers, que ce soit le petit poissonnier ou même le poissonnier que l'on trouve en grande surface. On trouve de très bons poissons. Il ne faut pas hésiter quand même à en consommer 2 fois par semaine. Quand même, hein, pour justement apporter ce zinc-là très important. Voilà. Après, sachez que le goût peut aussi évoluer, hein. Moi-même, par exemple, je n'aimais pas l'huître du tout. Et puis finalement, j'ai appris à découvrir ce mollusque assez tard. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à quand même regoûter. Alors, j'étais peut-être carencée au moment où je l'ai vraiment apprécié, mais voilà, il faut continuer à tester. Et ben, on testera les huîtres pour faire le plein de zinc. D'autres aliments protecteurs? Oui, alors effectivement, je ne vous ai pas parlé pour en revenir au zinc, et que l'on trouve dans le poisson, on le trouve également dans les graines, hein, dans les graines de sésame, dans les graines de lin, on le trouve également, mais dans les céréales plutôt complètes également. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé de trouver le zinc uniquement dans les poissons. Par contre, il en contient beaucoup, dans le cacao également. Hein. Effectivement, le poisson contient aussi énormément de sélénium. Le sélénium, c'est pareil que le zinc, c'est un oligo-élément. Oligo-élément très intéressant, donc protecteur, c'est un antioxydant, le sélénium. On le trouve dans les sols sont très riches en sélénium en général. Après, c'est vrai que dans l'agriculture un petit peu intensive, là, on trouve moins de sélénium parce que en fait, les sols en sont appauvris. Et donc le sélénium, pareil, a un rôle dans l'immunité et il va permettre également une bonne synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc voilà. Et il faut savoir pour le sélénium qu'en consommant par exemple 3 noix du Brésil par jour, je ne sais pas si vous connaissez ces noix, ce sont de grosses noix comme ça. Voilà. 3 par jour, finalement, vous êtes sûr de couvrir vos besoins en sélénium. Et c'est une très bonne chose parce que beaucoup de personnes peuvent manquer de sélénium, en fait. Hein. Donc voilà, toutes ces carences qu'on peut trouver à la fois dans les huîtres, les noix du Brésil. On a un complément en zinc, en sélénium. Tout à fait. Donc plutôt des légumes bio aussi hein, pour le sélénium, pour être sûr d'en trouver un petit peu plus. Hein. D'accord. Voilà. Une autre catégorie d'aliments bénéfiques? Oui, alors pour changer de catégorie, on peut parler des fruits rouges et des fraises. Là, en plus, c'est la saison, donc il faut vraiment pas hésiter à les consommer. On a beaucoup de polyphénols dedans, dont l'acide élagique, qui est également protecteur contre certains cancers, etc. Voilà, donc on peut manger des fraises autant qu'on veut. C'est pas très calorique. On a vu que qu'on peut en manger une barquette complète pour avoir notre portion, et en plus c'est bon pour notre système immunitaire. Voilà, exactement. C'est très peu riche en sucre, en glucides. Donc là, avec les fruits rouges, on peut vraiment se faire plaisir. Comme dit, mis à part quand même tout ce qui est cerise, qui là, ça va être un peu plus riche quand même en glucides, mais sinon toutes les autres petites baies. Et les fraises sont très intéressantes nutritionnellement et on peut en consommer quand même pas mal sans faire exploser le taux de sucre sanguin. D'accord. Donc fraises, les fruits rouges et les petites baies. Concernant les épices et les aromates, est-ce que ça peut jouer un rôle dans notre santé? Tout à fait. C'est vrai que les épices et les aromates, alors c'est surtout les épices qui vont apporter, déjà ça apporte de la couleur, ça apporte du goût, et c'est vrai qu'on a peut-être tendance parfois à les oublier, alors que finalement elles sont très très intéressantes dans l'immunité.
notamment certaines épices. Et en plus, dans le goût, hein, ça stimule vraiment le goût, ça apporte de la chaleur à chaque plat. Donc, par exemple, le curcuma, hein, bon, ça c'est une des plus connues pour stimuler le système immunitaire et limiter la croissance de cellules cancéreuses, par exemple. Hein. C'est vraiment, les études sont là et le montrent. Alors, on peut en consommer vraiment partout. Le curcuma, par exemple, le but c'est de le consommer en association, par exemple, avec de l'huile un petit peu et du poivre. Hein, pensez toujours, vous pouvez en mettre partout, dans tous vos plats. Un peu de curcuma, un peu d'huile d'olive et puis un peu de poivre. Par exemple, quand vous faites revenir vos légumes, simplement faire revenir un oignon, on parlera de l'oignon tout à l'heure, hein, vous faites revenir un oignon par exemple, vous mettez, je sais pas, vos courgettes, c'est bientôt la saison, là-dessus. Tout de suite, vous pouvez ajouter du curcuma et du poivre d'office. Vous pouvez en mettre partout. Alors, c'est vrai que ça va colorer, mais c'est chouette. Et puis, ça apporte, comme dit, des antioxydants vraiment protecteurs. Donc, on n'hésite pas, oui, à utiliser toutes ces épices. Tout à fait. Après, il y en a vraiment plein. Hein. Elles ont des agents en plus antibactériens, elles stimulent l'immunité, elles peuvent aussi protéger un petit peu des petits bobos de l'hiver, tous les petits rhumes, grippes, etc. Hein. Ça va vraiment stimuler cette immunité. Mais il n'y a pas que le curcuma, hein. Il y a le gingembre, il y a le cumin. Le cumin est excellent, hein. C'est une épice qu'on a tendance à oublier aussi. Et puis moulu, on peut vraiment l'ajouter un petit peu partout également. D'accord. Et puis ces épices-là ont les mêmes propriétés, les mêmes bienfaits? Alors, elles vont également, effectivement, elles contiennent des molécules antibactériennes, etc., qui vont également stimuler l'immunité. Mais le curcuma, c'est quand même l'épice phare. C'est un peu la star des épices, tout à fait, qu'il faudrait vraiment mettre partout. Tous les jours? Tous les jours, à côté du sel et du poivre, vous pouvez placer votre curcuma. On a tendance à consommer un peu trop de sel. Même avant le sel, hein, mettez le curcuma et le poivre dans vos épices de base. Et puis après, on peut ajouter un peu de sel parfois, sel iodé de préférence, mais vraiment doucement avec le sel, on a tendance à en consommer de trop. Et effectivement, les épices relèvent le goût et puis on peut changer à chaque fois, se faire plaisir, hein, ne pas toujours avoir le même goût en variant toutes ces épices. Tout à fait. Alors, vous m'aviez noté que le thé vert est également conseillé pour notre système immunitaire. Oui, tout à fait. Alors, le thé vert est impliqué, est très très protecteur. Pourquoi? Parce qu'il contient énormément d'antioxydants. Hein, ces fameux polyphénols qui sont des substances protectrices qui sont sécrétées naturellement par les plantes en fait, hein, pour se protéger elles-mêmes. Donc nous, on les retrouve dans le thé, par exemple. Et surtout, un des plus protecteurs, ça va être vraiment le thé vert. Donc après, les études ont montré que vraiment pour avoir une action protectrice, par exemple, action antitumorale forte, il faudrait consommer 6 tasses de thé par jour. Donc 6, voilà, ça c'est vraiment optimum, mais si vous êtes déjà à 1 ou 2, c'est déjà très bien. Et après, il faut le faire infuser quand même assez longtemps. Et c'est vrai que là, c'est là où ça coince parfois. Hein. On va parfois faire infuser un thé vert que 2-3 minutes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils décrivent sur le sachet. Mais là, on va peut-être pas bénéficier de tous ces antioxydants, par exemple les catéchines. C'est un nom qui permet de définir, c'est un des antioxydants. Et on ne va pas en développer assez si on ne laisse pas infuser assez longtemps. Donc là, il faut vraiment penser à laisser infuser 5 minutes, c'est bien, 10 minutes, c'est même encore mieux. Et consommer ce thé dans l'heure, hein, pour éviter justement de perdre les catéchines. Voilà.
qui après ne sont plus là au bout d'une heure. Encore une fois, il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité. Voilà, il vaut mieux faire un thé bien infusé que voilà, juste vite fait. Exactement. Après, certaines personnes ne l'aiment pas parce qu'il va être un petit peu trop amer et c'est lié aussi à ses catéchines. Donc, à voir si vous arrivez à l'apprécier quand même quand il est un petit peu amer. En tout cas, c'est intéressant pour la santé. Peut-être comme les huîtres, on peut s'y faire. Exactement, tout à fait. On peut s'y habituer, on peut s'habituer à tout. Au début, parfois on tique 2-3 fois, on dit c'est pas super, et finalement, à force de se donner l'autorisation d'essayer, on commence à vraiment se dire que c'est bon pour notre santé. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. À la fois on s'hydrate, on a les antioxydants et on se réchauffe l'hiver. Voilà, c'est vraiment tout bénef, quoi. Tout bénef sur le thé vert. C'est aussi un draineur hein, pour lutter. Enfin, c'est très bon hein, quand on cherche un peu à maîtriser son poids. Donc, le thé a vraiment plein de vertus. Hein, et puis, c'est le plaisir de boire du thé aussi tout au long de la journée. De partager un thé. Voilà. Il n'y a pas de calories, il n'y a que du plus. Et il faut savoir également qu'on peut réutiliser un sachet de thé ou de thé vert. Il aura même plus d'antioxydants à la deuxième infusion. Donc, ne jetez pas forcément tout de suite votre première infusion, votre premier sachet de thé. On peut vraiment le réutiliser. D'accord. Deuxième fois, il n'a pas perdu de son goût ou de ses qualités, au contraire. Au contraire, il va même développer plus de polyphénol. Après, au niveau du goût, parfois, surtout au bout de la troisième utilisation, on a un peu moins de goût quand même, mais ça reste intéressant pour la santé. Et puis pour la planète, pour l'économie. Pour l'environnement, de réutiliser plusieurs fois le petit sachet de thé. Tout à fait. Vous nous en aviez parlé tout à l'heure, l'huile d'olive. Donc, c'est également très bon. Oui, tout à fait. L'huile d'olive qui contient des oméga 9, antioxydants. Encore une fois, on retrouve ces fameux polyphénols très, très importants pour la santé, pour le système immunitaire. Il faut savoir qu'une personne qui a peut-être des problèmes de cholestérol va bénéficier de l'effet hypoglycémiant de l'huile d'olive. Donc, elle va faire baisser le cholestérol sanguin. Et toujours choisir une huile d'olive de bonne qualité. Donc, une huile de première extra vierge, de première pression à froid si possible. Encore une fois, oui, la qualité des aliments qu'on consomme fait partie de notre bonne santé. Hein. Au-delà de l'équilibre alimentaire, de tous ces aliments qu'il faut consommer, il y a aussi cette qualité effectivement à privilégier. Et oui, là, notamment dans l'huile d'olive, la préférée extra vierge, voilà. Première pression. C'est ça, elle sera plus riche en composés bioactifs. Et elle va permettre de bien lutter contre les radicaux libres qu'on trouve partout. Donc, très, très important. L'huile d'olive qu'on peut utiliser dans les salades, est-ce qu'on peut la cuire également? Oui, tout à fait. Elle supporte des chaleurs jusqu'à 180 degrés sans souci. On n'atteint jamais cette température à la poêle, par exemple. Donc, effectivement, on peut l'utiliser pour la cuisson et pour l'assaisonnement, pour les deux, en fait, au choix. C'est pratique. Voilà, c'est très pratique. C'est bon pour la santé et puis voilà, on peut tout faire avec. C'est une des meilleures huiles. Après, les huiles et les matières grasses sont également vecteurs de vitamines qu'on dit liposolubles. Donc, la vitamine E, par exemple, compose l'huile d'olive également. Donc, encore une fois, qui est importante, qui est très antioxydante également. Donc, on en a vraiment besoin de vitamine E. Merci. D'autres aliments, le yaourt. Le yaourt. Oui, alors le yaourt, c'est vrai qu'il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il contient, c'est un produit vivant en fait. Il va contenir de bonnes bactéries. Et comme vous le savez, notre intestin est lui-même également composé de bonnes et moins bonnes parfois bactéries. C'est la flore intestinale. On appelle ça également parfois le deuxième cerveau, ce qui peut expliquer que parfois, quand on a un déséquilibre à ce niveau-là,
on peut avoir voilà, une baisse de morale, ou c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de vie là-dedans. Et pour apporter les bonnes bactéries, on peut apporter cela par, entre autres, le yaourt qui, lui, va apporter ces fameux probiotiques, hein, dont on entend souvent parler. Donc, ces bonnes bactéries, elles vont venir nourrir l'intestin. Et si on a un intestin en bonne santé, c'est finalement tout notre corps qui est en bonne santé également. C'est ça, parce qu'une grande partie de notre immunité provient des intestins, hein, on le sait, hein, il y a vraiment plein d'études qui vont dans ce sens-là, et il s'agit de constamment donner les bonnes bactéries à notre intestin. Une alimentation déséquilibrée va avoir tendance à déséquilibrer également cet équilibre de notre flore intestinale. Par exemple, une alimentation trop riche en produits sucrés va développer les mauvaises bactéries. Et ce qui peut expliquer parfois des formes même de fringales, hein, des personnes qui vont avoir une flore intestinale déséquilibrée peuvent à un moment donné avoir des fringales, mais c'est même pas elles, c'est pas de leur faute, c'est finalement ces bactéries-là qui réclament, mais comme elles sont développées en surnombre, elles vont un petit peu réclamer voilà, qu'on les nourrisse encore plus. Donc ces probiotiques, du coup, sont très importants. On a encore 3 aliments à vous présenter. Alors, nous allons parler des shiitake. Qu'est-ce que c'est? Alors, les shiitake, ce sont des champignons qui viennent d'Asie et qui sont très, très intéressants hein, pour la santé. Ils ont une action sur certaines cellules cancéreuses prouvées. Hein, ils vont vraiment diminuer l'importance de certains cancers en consommant 2-3 fois par semaine, etc. Bon, là, il en faut déjà pas mal. Mais les shiitake, tout comme les pleurotes, ça fait partie des champignons les plus intéressants pour stimuler le système immunitaire. Il y en a plein d'autres. Hein, le champignon de Paris, un petit peu moins. C'est vrai que c'est celui qu'on connaît le plus. C'est pas qu'il est mauvais, hein, on peut le consommer. Mais là, on faisait un petit peu le zoom sur ces aliments qui stimulent l'immunité. Donc le shiitake, vous le trouvez souvent, on le trouve maintenant en grande surface également, mais vous le trouvez aussi dans les petits magasins un petit peu spécialisés. Shiitake pleurote, pensez-y, 2-3 fois par semaine quand ça va, mais même si c'est une fois par semaine, une fois de temps en temps, ce sera déjà ça d'intéressant. Donc pareil, stimule les cellules du système immunitaire, c'est riche en bêta-glucane, un terme qui va justement stimuler encore une fois l'immunité. Donc, on mangera des champignons. Ensuite, on a le poireau et l'oignon. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Alors, on appelle ça, c'est la famille des aliacées, hein, donc c'est poireaux, ail, oignons, mais aussi la ciboulette par exemple, hein, c'est tout dans la même famille. Ça va nous apporter du coup des composés soufrés. Qui sont bénéfiques. Très bénéfiques, très protecteurs, ça fait même partie des aliments les plus protecteurs, hein, donc le poireau. Là, vous pouvez en consommer 2-3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine. Hein. Les oignons, vous pouvez en mettre un petit peu partout dans vos plats. Quand vous faites revenir des légumes, des poêlées de légumes, coupez un oignon avant, mettez oignon cru ou cuit, peu importe. Cru ou cuit, effectivement. L'ail, par exemple, est un peu plus intéressant. Il est très bon cru également. Cuit aussi, il faut veiller juste à pas trop le faire cuire. Et quand on l'écrase bien, il va aussi libérer un peu plus ses composés protecteurs, sans le cuire de trop. On peut l'ajouter en fin de cuisson, du coup, éventuellement. D'accord. Mais c'est vrai que le poireau, c'est pareil, c'est une des stars, poireau, ail, oignon, de l'alimentation un petit peu antioxydante, quoi. Et puis, on peut varier les plaisirs, hein, effectivement. Le poireau dans les soupes, dans les tartes. Tout à fait, sous forme de tarte, c'est excellent. Dans les potages, à l'étouffer, au four tout simplement également. Il y a vraiment plein de recettes et c'est vraiment excellent.
Et surtout, pour la santé, c'est un des meilleurs légumes avec les choux, hein, les crucifères également. Là, on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on sort aussi de l'hiver, on en a consommé pas mal, mais on en a encore et on peut encore en consommer tout l'été. Hein. Tous les choux, brocolis, choux blancs, riches aussi en vitamine, vitamine C, les brocolis. En vitamine C, effectivement. Après, bon, la vitamine C, on la perd un petit peu à la cuisson quand même. D'accord. Mais on peut, le chou-fleur, par exemple, contient énormément de vitamine C. Et bon, on peut le manger cru. On peut le manger cru, voilà, tout à fait. On peut, c'est excellent, mixer, râper en salade. Ça vous donne une petite semoule comme ça que vous pouvez après assaisonner. Est-ce que justement, parmi tous les légumes dont on a parlé, est-ce qu'il est toujours meilleur de les manger crus ou il n'y a pas d'importance? Il faut varier, on n'est pas sur du tout cru non plus, mais par contre, c'est vrai qu'on va avoir tendance à préserver quand même plus de vitamines et plus d'antioxydants si on consomme cru. Après, sinon, c'est le mode de cuisson qui va jouer. Toujours privilégier une cuisson douce et lente à une cuisson vive et rapide à feu vif, quoi. Sinon, malheureusement, on va perdre un peu trop de composés bioactifs, etc., quoi. D'accord. Et on va terminer, alors je me le suis noté, avec la bonne nouvelle. Le chocolat, il paraît que c'est bon. On peut en manger, on a le droit. Oui. Tous les chocolats? On a le droit. Alors, tous les chocolats, oui, non. C'est vrai que le chocolat, c'est très intéressant. Par contre, on va plutôt partir quand même sur du chocolat noir à haute teneur en cacao. Alors, le plus haut possible, mais si on commence déjà par du 70%, c'est pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même bien rapidement s'y habituer. Hein. Vraiment, au début, c'est pareil, on peut peut-être tiquer 2-3 fois, ça va peut-être moins nous plaire si on est habitué au chocolat au lait que du chocolat au lait, mais finalement, avec l'habitude, on s'y habitue vraiment très vite. Et parce que le chocolat au lait va annuler un petit peu le lait contenu dans le chocolat, minimise en fait les effets antioxydants. Il y a beaucoup de sucre également. Et ce chocolat contient également plus de sucre. Donc, c'est moins intéressant à cause de ça. C'est plutôt le chocolat noir, du coup, qui peut nous être bénéfique? Oui, voilà, le chocolat noir, vous pouvez commencer avec le 70% et après, vous pouvez vous amuser à monter 80, 85%, voire 90%. Hein, les personnes sont même à 95%. C'est vraiment une question d'habitude. Donc, qu'est-ce qui va nous apporter comme bienfait? Encore une fois, on retrouve les antioxydants, il va apporter des polyphénols également. Ah non, finalement, le cacao, le chocolat est protecteur. Mais par contre, en quantité modérée. C'est-à-dire, si on consomme une tablette de chocolat noir, on ne va pas avoir ces effets protecteurs vont être annulés. Parce qu'il y aura quand même trop en quantité. Le corps ne saura pas les utiliser comme il faut. Par contre, on peut en consommer tout à fait à peu près 20 grammes par jour. Hein. Donc, un centième de tablette. Et tous les jours, ça va mieux. C'est ça. D'accord. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tous ces aliments hein, qui vont être très bénéfiques, hein, qui vont apporter tous ces antioxydants, voilà, pour notre système immunitaire, pour rester en bonne santé. On a vu qu'à la fois il y a l'équilibre alimentaire, les différents groupes d'aliments à consommer, voilà, dans des bonnes proportions, régulièrement, de qualité. Voilà, il y a quelques petits conseils complémentaires hein, qu'on pouvait donner, mais vous l'avez dit également, ce qui est important aussi, c'est le plaisir hein, de manger. Quand on parle d'équilibre alimentaire, c'est pas se priver, c'est se faire plaisir, hein, je pense. Oui, merci de le rappeler parce que parfois on pourrait penser que l'équilibre alimentaire ne rime pas avec plaisir. Au contraire, plus on mange équilibré, plus on va pouvoir justement trouver ou retrouver du plaisir dans l'alimentation. C'est une alimentation colorée avec également une part de crudité. Voilà, une alimentation vraiment qui donne envie. Le plaisir de manger commence aussi avec les yeux.
Hein, donc une belle assiette colorée donne quand même plus envie qu'une assiette à une seule couleur, par exemple. D'accord, oui. Donc ça, on l'a dit, manger de saison, il y a plus de goût, plus de vitamines, hein, plus de produits frais. Encore une fois, on en revient à la même chose. Les aliments sont beaucoup plus riches hein, de toutes ces bonnes vitamines, de toutes ces substances, ces nutriments. Variés, la couleur, le plaisir, la bonne ambiance. Manger à heure régulière, est-ce que c'est important? Oui, oui, très important. Enfin, dans la mesure du possible. Hein, donc, c'est sûr qu'une personne qui va travailler d'équipe, ça va être un peu plus complexe. Voilà, c'est des choses où on peut quand même mettre en place des actions pour avoir une certaine régularité, même dans le travail d'équipe. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu plus complexe. Mais sinon, en tout cas, il y a possibilité, quand vous travaillez de journée, il faut vraiment essayer de privilégier des horaires réguliers et de s'organiser, de pas forcément se mettre derrière les fourneaux tout le temps, chaque jour. On peut vraiment s'organiser, préparer en amont, préparer le week-end, organiser sa semaine en amont pour gagner du temps après dans la semaine. Puisque c'est sûr, hein, on a tous un travail, une vie à 100 à l'heure, etc. Et aujourd'hui, il est important de bien s'organiser aussi si on ne veut pas se retrouver à devoir ouvrir voilà, une boîte ou consommer trop d'aliments ultra transformés ou transformés. D'accord, bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va répondre du coup aux questions qui nous ont été posées. Alors, j'attends juste de les recevoir. Peut-être que tout a été clair. Voilà, peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, si nous en avons une, que pensez-vous du jeûne prôné par certains avec différentes écoles sur la fréquence? Alors, je crois que vous aviez dit un petit mot au début, le jeûne. Oui, alors le jeûne, effectivement, on va peut-être pas rentrer dans le débat ici, ça demanderait quand même peut-être beaucoup de temps. Il y a différents types de jeûnes et on n'est pas trop on le préconise pas trop. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à stocker en pratiquant le jeûne. Hein. Les études l'ont montré, on va transformer une certaine partie de notre masse sèche, donc de notre masse musculaire, en masse grasse. Et après, une fois que ça c'est fait, il est très difficile de revenir en arrière. Du coup, on préconise plutôt de manger à horaires réguliers et d'éviter de jeûner. Et ça, étude à l'appui. Hein. Vous pouvez être sûr que vous faites un jeûne, vous transformez une partie de votre masse sèche en masse grasse. C'est prouvé. Donc, d'où le respect des 3 à 4 repas voilà. dans la journée à heure régulière. Effectivement. Après, c'est vrai, hein, il est vrai que certaines personnes, ça fait quand même partie de leur équilibre. Vous avez des personnes qui sont habituées, elles ont intégré ça dans leur hygiène de vie. Et là, je dis toujours, on est quand même aussi tous différents. Il faut aussi se respecter et se connaître soi-même. Maintenant, pratiquer le jeûne pour perdre du poids ou pour pas forcément la bonne raison, c'est pas forcément la bonne attitude à adopter. Mais sinon, effectivement, ça se discute et ça s'adapte vraiment à la personne. C'est plutôt ça. Donc, il vaut mieux consulter, enfin voilà, faire un état de son mode de vie, de ses problèmes de santé pour voir si le jeûne peut être. Tout à fait. Et d'être encadré également. Voilà. Merci. Alors, une deuxième question. Que pensez-vous des applications qui calculent vos apports caloriques journaliers? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein d'applications pour nous dire, déjà pour avoir des recettes, ça c'est top, mais pour calculer l'apport calorique? Oui, écoutez, pourquoi pas, si ça peut vous aider, ça permet finalement d'apporter une forme de conscience sur notre alimentation. Du coup, après, quand on se relit, on voit un peu mieux ce qu'on a consommé, hein, en relisant l'application, tout ce qu'on a consommé. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, il ne faut pas non plus forcément focaliser uniquement sur les calories.
Parce qu'après, effectivement, on risque de mettre de côté la qualité des aliments. Vous voyez, il n'y a vraiment pas que les calories. Les calories, c'est une chose, mais la qualité des aliments, c'est beaucoup plus important. C'est ce qu'on a vu dans l'équilibre. Hein. Vous avez dit, on ne parle pas que des calories, mais vraiment, il faut manger de tout, parce qu'on pourrait manger très peu de calories, mais qu'une seule catégorie d'aliments, c'est pas bon non plus. L'équilibre alimentaire, c'est toutes les catégories avant tout. Voilà, tout à fait. Et on ne peut pas parler uniquement de calories. Mais après, on ne peut pas non plus ignorer les calories. Donc, effectivement, une personne qui, au début, ça va lui permettre de réduire peut-être un peu, en tout cas d'adapter ses quantités. Ça peut être chouette comme application. Ça peut être tout à fait sympathique. Merci. Une autre question. Alors, je pensais que les protéines étaient indispensables au dîner aussi, même pour les personnes âgées. Alors, est-ce que les protéines sont indispensables au dîner? Alors, indispensable, non, pas du tout. Si vous en avez consommé un midi, vous pouvez tout à fait vous en passer le soir. Et si jamais vous en avez consommé à midi, le soir, on préconise même une petite portion. En moyenne, en général, à peu près une demi-portion par rapport à midi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la taille de la protéine, mais une portion complète, c'est à peu près de la taille d'un jeu de cartes, hein, l'épaisseur d'un jeu de cartes aussi, donc 100 à 120 grammes. Donc une demi-portion, finalement, le soir, c'est quoi? C'est à peu près 50 grammes. C'est finalement quand même assez peu. Mais on peut en consommer. Pour les personnes âgées, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'apport devrait être plus... La personne âgée, effectivement, on va essayer de lui en recommander quand même parce que la personne âgée, parfois, il y a une baisse du goût, elle a parfois moins d'appétence pour la protéine animale et du coup, elle a parfois tendance à laisser la protéine de côté. Alors là, on va essayer quand même de l'aider à en consommer. Mais encore une fois, ça va être un petit peu au cas par cas. Et plutôt le midi quand même que le... Le midi, ça reste encore une fois plus intéressant, effectivement. Mais si elle souhaite en consommer le soir, hein, après, il n'y a pas de souci non plus. Au contraire, c'est pas indispensable. Ensuite, quelle cuisson faut-il privilégier? Four, vapeur ou grillade? Oui, alors merci pour cette question. Effectivement, alors les cuissons, on peut partir sur toutes les cuissons, mais c'est vrai que les grillades, on va quand même essayer de limiter un petit peu parce qu'ils génèrent beaucoup de toxicité et donc on va finalement, sinon, si on en consomme trop souvent, on va un petit peu s'intoxiquer. Alors, une façon de limiter cette toxicité, là, c'est la période des barbecues qui va commencer un petit peu. C'est par exemple de mariner les viandes, hein, de mariner à l'huile d'olive. À l'huile d'olive. Avec des épices. Avec des épices, merci. J'ai tout retenu. C'est exactement ça. Et ça va limiter largement la toxicité des barbecues. Donc, c'est vraiment un bon moyen. Et en plus, c'est excellent, hein, des brochettes de poulet maison marinées dans l'huile d'olive et des épices avec de l'ail, du curcuma, du curry, par exemple, du citron, enfin, ce que vous aimez. C'est vraiment délicieux, ça attendrit la viande et vraiment ça limite la toxicité. Donc ça, c'était pour les barbecues. Après, pour tout ce qui est autre cuisson, voilà, vapeur, c'est vrai que c'est très intéressant nutritionnellement. Tout ce qui est cuisson douce, finalement, hein, une vapeur douce, parce qu'une vapeur, une cuisson, par exemple, sous cocotte minute, on va perdre pas mal de bonnes vitamines. Oui, à la cuisson, puisque c'est vraiment de la haute température pour le coup. Mais tout ce qui est cuisson douce, vapeur ou à l'étouffer, donc cuisson plus longue mais assez douce, c'est intéressant. Au four, il n'y a pas de souci non plus. On va plutôt partir sur un four à peu près 180 degrés. Au-delà, on va perdre également en composés protecteurs. Donc sous 150 degrés, 160 c'est l'idéal. 180, voilà, max. D'accord, merci. Nous avons fait le tour des questions posées. Voilà, merci en tout cas Audrey d'être venue nous apporter toutes ces explications. Avec grand plaisir, merci à vous.
On va donc à l'issue de cette soirée, nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction et également un lien pour l'inscription aux prochains ateliers qui auront lieu. Donc voilà, 2 dates sont déjà prévues, les 10 et 17 juin de 19h à 20h. Alors sous forme d'ateliers interactifs. Les thèmes qui sont retenus seront la lecture des étiquettes. Donc voilà, ce sera un complément à tout ce qu'on a dit ce soir, ainsi que composer un repas équilibré. Donc là, on rentrera vraiment plus dans le détail et surtout pour avoir des petits trucs et astuces sur la composition des repas avec quelques démos en direct, des petites recettes qui vous seront proposé donc les 10 et 17 juin de 19h à 20h. Vous aurez l'information par mail pour pouvoir vous inscrire à ces ateliers. On espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon moment, qu'on a répondu voilà, à vos attentes. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.